Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Début d'année oblige, aujourd'hui on va parler un petit peu des grandes tendances marketing qui vont guider 2025 pour les marketeurs B2B. Pour voir justement un petit peu à quel sens vouer, j'ai envie de dire, je reçois aujourd'hui Henri Gouès qui est responsable acquisition chez Pledzi, qui va nous aider à décrypter un petit peu tout ça. Bonjour Henri. Salut Axel, merci de Écoute, m'inviter. Ah c'est un plaisir pardon. de t'avoir sur le podcast, il y a pas de souci, mais parce que bon, bah, de toute façon, Pledzi, j'allais dire, on se connaît bien. En plus, on avait eu l'occasion de traiter aussi ce sujet-là tous les deux en webinar, donc c'est trop cool que tu viennes sur le podcast pour en parler. Bah, c'est moi qui te remercie. Est-ce que tu peux, bah, peut-être en introduction quand même, du coup, te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Ouais, bien sûr, donc moi c'est Henri, je suis responsable acquisition chez Pledzi. Et Pledzi, c'est quoi? C'est un éditeur de logiciels depuis 2015, de marketing automation B2B. Et notre objectif, c'est d'aider voilà, les marques, les acteurs du B2B à raccourcir leur cycle de vente et surtout générer davantage d'opportunités pour leurs commerciaux. Très cool, effectivement, un très bon logiciel à découvrir. Bon, de toute façon, on le découvre pas, tout le monde sait que j'adore Pledzi, donc comme ça, voilà, c'était l'occasion d'en parler. Bon, bref, on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je disais, on va parler des grandes tendances du coup marketing pour 2025. Au programme, bah, on va avoir IA et SEO. Évidemment, bon, j'allais dire, c'était déjà un petit peu un sujet 2024, comme les coûts d'acquisition dans la pub aussi dont on va parler. Le Exactement. retour en force des rencontres physiques. Et aussi de l'humain dans les stratégies marketing. Donc on va parler un petit peu de tout ça, en commençant par l'IA. Forcément, c'est un sujet qui a animé 2024, qui ralentira pas en 2025. Mm. On le voit d'ailleurs rien qu'avec DeepSeek, qui a beaucoup fait parler de lui ces derniers jours. Qu'est-ce que tu vois du coup dans ta boule de cristal pour l'IA cette année? Ouais, alors moi j'aime bien quand on regarde la boule de cristal, regarder un petit peu en arrière et de poser le contexte. En fait, c'est super intéressant parce qu'on est face à un choc. Bon là, tout le monde, je dis rien de nouveau, hein. Ouais, Là, je fais mon journaliste. C'est vraiment quelque chose qui a bouleversé tous les métiers, mais je pense que plus particulièrement le métier de marketeur. En fait, c'est super intéressant de voir que c'est une statistique qui avait été donnée par Harvard Business Review. C'est 30% en fait des marketeurs qui l'intègrent déjà au quotidien. C'est pas rien. Et typiquement, moi, à titre personnel, il n'y a pas un jour où je fais 100. Donc les IA génératives, c'est quelque chose qu'on retrouve tout le temps. Il y en a de plus en plus aujourd'hui qui se développent et on en a vu un petit peu avec DeepSeek. On a vu l'influence aussi de nouveaux compétiteurs sur le marché. Et donc, en gros, ce qui est super intéressant, c'est de voir qu'est-ce qu'on a fait avec les IA génératives. Et en fait, on voit que on est tous dans le même panneau. Moi, le premier, généralement, on utilise pour s'aider. Et la première chose, c'est quoi? Ça va être de créer du nouveau contenu. Ça, c'est quelque chose qui a été très fort. C'est à peu près 70% des marketeurs qui l'utilisent au quotidien, qui l'utilisent pour créer du nouveau contenu. Donc ça, c'est super intéressant parce que c'est un des premiers pain points que nous, on voit en fait quand on fait des interviews de marketeurs. C'est la complexité de créer du nouveau contenu, notamment textuel. Et en fait, très clairement, ChatGPT, ça a rebattu toutes les cartes de la création de contenu. Mais quand on parle contenu, et tu es bien placé pour le savoir aussi, on parle ouais. pas que de texte. Ça peut être aussi du podcast, ça peut être du son, ça peut être des avatars. Il y a des avatars qui sont de plus en plus perfectionnés. On va avoir aussi des vidéos, on voit des choses, c'est des mini chefs-d'œuvre qu'on voit circuler notamment sur LinkedIn ou autre. Et en fait, c'est ça qui est super intéressant pour 2025 en termes de contexte. C'est quoi? C'est jusqu'où on doit aller sur la production de contenu et est-ce qu'on peut tout confier à ChatGPT pour produire ces contenus, par exemple. Donc évidemment non. Donc ça c'est quelque chose sur lesquels nous on bosse pas mal chez Pledzi, c'est intégrer une part en fait d'humain et une part en fait d'expertise métier. Et comme on est en B2B, c'est quelque chose de super important de pouvoir aussi bien appuyer sur qu'est-ce qui vous démarque par rapport à vos concurrents, quelle est votre expertise que vous souhaitez pousser auprès de vos cibles. Et ça, l'IA pourra pas le rédiger à votre place. Donc en gros, c'est ça qui est super intéressant. Peut-être que tu seras d'accord avec moi, c'est utiliser l'IA comme étant un super assistant en fait, marketeur, qui va vous challenger. Typiquement chez Pledzi, on a à peu près entre 800 et 900 contenus sur le blog. En fait, c'est énorme. Donc depuis 2015, on a beaucoup produit. Et ce qui est très difficile pour moi aujourd'hui, c'est de dire, en fait, quels sont les contenus euh, on va aller chercher de nouveaux contenus sur de nouvelles thématiques. C'est très difficile de prendre la hauteur. Donc ça, c'est un nouvel élément pour nous. C'est vital. C'est de dire là où on a été moins bon en termes de contenu, qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme nouveau topic. Et le deuxième élément, c'est va être de structurer, nous aider à bien travailler la logique du contenu pour intégrer que ce soit des chiffres clés qu'on va aller chercher avec Perplexity, qu'on va aller potentiellement aller chercher que ce soit des définitions, etc., etc. Donc ça, c'est super intéressant, notamment dans la reformulation. Et on le voit typiquement sur
la production de contenu. En fait, on voit que, mais on en reparlera peut-être, mais effectivement, il y a des contenus qui se démarquent aujourd'hui et qui vont se démarquer encore en 2025. Ça va être le format vidéo ou le format son podcast. Et typiquement, c'est quelque chose qui était très difficile à produire. Il fallait des équipes, il fallait externaliser beaucoup. Aujourd'hui, avec quelques outils, on peut faire des trucs incroyables et ça bouleverse tout, quoi. Ouais, Ouais, complètement. bah, du coup, je te rejoins à fond. Donc, du coup, ce que tu nous dis, c'est effectivement, on s'est beaucoup concentré sur le textuel Ouais, en 2024. Évidemment, ça va continuer en 2025 parce qu'on voit les outils se multiplient. T'as cité ChatGPT, Perplexity, Claude, tout ça, quoi. totalement. Ouais, En faisant attention à bien rajouter de l'expertise. Et tu vois, c'est vrai que ouais, moi, le cas d'usage un peu classique, c'est l'épisode de podcast. On fait une interview tous les deux. Du coup, tu as un point de vue d'expert. Je récupère le transcript. Et puis, donc, des coûts qui est généré par des outils. Et puis après, ce transcript-là, en le mettant dans un chat GPT, en lui disant, bah, sur la base de cette interview, est-ce que tu peux me générer un brouillon d'article avec chapitre 1, tel sujet, chapitre 2, tel sujet, chapitre 3, tel sujet. Bah, du coup, il sort un truc qui est vachement bien parce qu'il y a la matière première de l'expertise aussi, quoi. Donc il y a ce type de totalement. cas d'usage-là que moi j'utilise aussi effectivement à fond. Et puis après, tu l'as dit, c'est la diversification en fait des cas d'usage avec bah, potentiellement des vidéos parce qu'il y a des outils d'IA qui permettent d'aller chercher des shorts, les moments clés et les formes en format short sur des vidéos Ouais. longues. Il y a de l'enrichissement de données. Il y a, enfin voilà, il y a les cas d'usage qui se multiplient. On va pouvoir retrouver et c'est un peu ça du coup la tendance 2025, quoi. Ouais, complètement. Et c'est vrai qu'en marketing B2B, on a tendance à toujours répéter la même chose. Surtout sur le contenu, on dit recycler, recycler, recycler. Et en fait, ça a jamais été aussi facile qu'aujourd'hui de recycler du contenu grâce à l'IA. Donc ça, c'est super intéressant pour diversifier les formats et avec peu de contenu, on peut alimenter par exemple plusieurs mois ou même années d'un marketeur et ça, c'est très chouette. Je peux donner juste une mini précision là-dessus. C'est en fait moi, il y a quelques années, quand j'étais marketeur en stage, j'avais encore parfois des professionnels qui me disaient oui mais ça sert à rien d'avoir un site web, on a les ventes qui rentrent directement, on nous appelle, ils connaissent nos numéros, on est dans des annuaires. Ça paraît hyper loin mais en fait c'est pas si loin que ça. Bon, c'est à plus de 10 ans mais et en fait la question aujourd'hui se pose même plus en fait. Un site web en B2B c'est juste vital, c'est indispensable de faire ça. Et en fait le contenu aujourd'hui on est dans la même situation, c'est-à-dire qu'en gros créer un site web aujourd'hui c'est assez simple, ça nécessite pas beaucoup de technique. Et le contenu, ça nécessitait de la technique, potentiellement, de l'expertise. Et là, ça l'est moins. Donc, en gros, aujourd'hui, le créer du contenu, c'est à la portée de tout le monde. Pas en produire, ça deviendra compliqué. C'est-à-dire qu'en gros, vous serez dépassé, un peu comme pour le site web. Donc, en fait, c'est ça qui va être clé, en fait, en 2025, c'est que créer du contenu, ça n'a jamais été aussi simple, mais ça n'a jamais été aussi important que de le faire aujourd'hui que dans le passé. Donc, en fait, ça laisse pas le choix. Donc, si vous créez pas assez de contenu aujourd'hui, on peut que vous conseiller de vous appuyer sur des outils d'IA pour vous aider, quoi. Très cool. Et du coup, on parlait contenu rédactionnel et contenu textuel. Forcément, j'allais dire, je vais faire un petit peu le pendant et puis je vais te tendre la perche, mais IA et SEO, du coup, tu parlais site web, contenu Ouais. rédactionnel, et on sait qu'il y a des choses qui arrivent avec Google Overview, ces choses-là qui vont avoir des gros impacts sur cette année aussi, normalement. Ouais, exactement. En fait, le SEO, il y a deux aspects. Il y a pour le marketeur et ce qui se passe dans le monde du SEO. Pour les marketeurs, on voit que l'IA, il est déjà largement adopté. C'est à peu près 50% des gens qui utilisent l'IA au quotidien, qui l'utilisent pour optimiser leur performance SEO. Donc déjà, Ok. là, on se rend compte que, waouh, en fait, une adoption assez massive pour cet usage-là. L'autre élément, c'est de se dire, ben, en fait, l'IA, ça va impacter comment les performances SEO et l'univers du SEO. Donc, en gros, on se rend compte que, et tu as totalement raison quand tu parles de AI Overview, en gros, c'est quoi? C'est un outil qui a été développé par Google, exactement sous le même modèle que ChatGPT, mais intégré dans leur navigateur. Donc, juste à côté, là où on avait la barre de recherche et on avait les résultats qui remontaient. En gros, c'est à peu près 25% à 30% de la page qui va être sacrifiée pour cet outil-là, qui est un moteur, un générateur de réponses. Donc, en gros, on n'est plus dans un générateur de résultats, mais un générateur de réponses. Et en gros, l'enjeu, c'est, je vais poser une question, c'est quoi, par exemple, le marketing automation? Donc, je me sens assez concerné par cette question. Et en fait, on va avoir plusieurs réponses qui vont nous être présentées et quelques références, donc quelques liens cliquables qui vont être présentés. Là où potentiellement avant on avait les liens sponsorisés et tous les liens naturels qui vont se présenter à nous, Mhm. aujourd'hui sur à peu près 30% de la page, cette partie-là va être supprimée. Donc en fait, en termes d'impact, c'est énorme. Et ce qui est super intéressant aussi de noter, c'est que selon Gartner, on va avoir aussi beaucoup de changements dans les comportements. En gros, c'est moins 25% de volume de recherche sur les moteurs de recherche d'ici à 2026.
Ce qui veut dire qu'en gros, une grande partie du business qui était généré via des recherches organiques ou paid sur Google peut potentiellement s'effondrer pour certains acteurs. Donc c'est pas rien, ça peut paraître assez inquiétant pour pour ceux qui Ouais. drivaient pas mal de business grâce au référencement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour être référencé dans AI Overview, donc ce nouveau chatbot de chez Google, en fait, ils vont prendre la top sélection des 10 meilleures boîtes qui sont les mieux référencées sur Google. Donc en fait, aujourd'hui, si vous êtes bien référencé sur Google, potentiellement, vous n'allez pas tout perdre. Vous allez avoir certainement des redirections qui vont être faites via AI Overview. Par contre, si vous ne l'étiez pas, si vous n'êtes pas en top 10, c'est évident que pour générer du volume, du trafic sur notre site web en organique, ça va être sacrément compliqué. Donc en gros, on n'a jamais eu une situation aussi tendue qu'aujourd'hui en termes de SEO, et ça va s'intensifier sur 2025, notamment avec l'arrivée de ce nouveau modèle qui a déjà été déployé aux États-Unis. Donc moi, ce que je peux vous conseiller avec ma petite boule de cristal, c'est déjà regarder comment ça fonctionne sur vos requêtes aux États-Unis et voir comment ça se passe. Donc ça, prenez un VPN, vous vous branchez sur les États-Unis et en gros, vous voyez comment le modèle fonctionne. Ce qui va être hyper intéressant également, c'est d'aller creuser des sujets d'expertise, ce qu'on appelle en SEO des sujets long train. Et en fait, on Mmh. s'aperçoit que ces sujets-là sont beaucoup plus faciles à aller chercher et surtout remontent davantage dans AI Overview. Donc en gros, si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté de pouvoir remonter sur des sujets très techniques, comme on peut les avoir en B2B, notamment dans le mode industrie ou des sujets très nichés, aller chercher et créer des contenus spécifiquement sur ces longues traînes. Vous allez certainement avoir moins de volume de recherche, mais par contre, vous allez avoir beaucoup plus de chances d'aller chercher ce trafic-là beaucoup plus qualitatif. OK. Ouais, donc tu dis l'impact, sur le volume de trafic SEO effectivement, donc il y a une partie qui va être vampirisée du coup parce que les réponses elles sont générées directement dans la SERP en fait, Exactement. dans cette espèce d'encart, du coup qui sera Google AI Overview Ouais. et il y a aussi, tu l'as dit, une diminution en fait du trafic, enfin du volume de recherche tout simplement dans Ouais. Google parce qu'il y a une partie que les gens maintenant font leurs recherches aussi dans le ChatGPT quoi. Exactement, c'est ça, c'est un jeu un peu de vase communicant. En gros, là où il y avait un Google hégémonique sur la recherche en ligne, en fait, on voit dès maintenant déjà que ça split et on peut suivre dès maintenant en fait ce trafic. Je sais qu'on en a parlé un petit peu entre nous en dehors de ce moment-là du live, c'est que on peut suivre et traquer le trafic qui est issu notamment de ChatGPT lié aux UTM que vous retrouvez dans les URL. Donc en fait, ça c'est super intéressant également pour vous de suivre en fait cette évolution. Et est-ce que vous générez du trafic Est-ce que pardon, vous avez du trafic qui rentre grâce à ces chats, notamment ChatGPT. Ouais, Donc ça moi va je être le très vois. chouette de suivre. C'est clair, je le vois déjà chez certains clients, tu vois, où effectivement, on a des leads qui rentrent qui sont, referrals, ChatGPT quoi. Ouais, c'est incroyable. Mmh. Nous aussi, après, pour l'instant, ça convertit pas forcément assez bien, pour être totalement transparent. Mais c'est toujours intéressant de voir que c'est une part non négligeable qui va certainement s'accélérer en 2025. Et surtout, c'est de se dire que potentiellement, c'est autant de gens qui ont eu leur réponse et qui n'ont pas cliqué. Et c'est ça qui me fait peur, en fait. C'est aussi de me dire, ah ben ouais, mais donc en gros, si j'ai 5 personnes qui sont venues cette semaine de ChatGPT, peut-être qu'il y en aurait eu 15 autrement. Euh, donc on va devoir faire avec les marketeurs et ça va être un gros challenge de pouvoir composer et surtout d'aller chercher du trafic peut-être autrement et c'est ça qui va être clé pour 2025. On en parlera justement du coup, C'est peut-être ça. un peu plus loin. Mais là, toi, du coup, on a parlé un petit peu, IA, SEO, la deuxième tendance dont on parlait en introduction, c'était, SIA, SIM. Du Ouais, coup, on va complètement. sur les coûts d'acquisition de la pub. Ouais. Qu'est-ce que du coup bon, je viens de te dire, c'est un peu pareil, c'est un peu le serpent de mer, le coût d'acquisition de la pub, c'est comme l'inflation, c'est un C'est peu ça. tous les ans. C'est ça. Heu, du coup, qu'est-ce qu'on peut anticiper de ce côté-là? Ouais, complètement. Alors j'ai l'impression de faire la boule de cristal de 2024, mais Ouais, pas du tout, parce 2023 que, ou 2023, ou les années précédentes. Alors c'est un peu triste pour nous, pour les marketeurs, parce qu'on Ouais. aimerait bien que ça soit inversé, mais il y a peu de chance. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur 2024, on voit que rien qu'en termes de statistiques, on a en moyenne des coûts par conversion sur Google Ads qui a augmenté de 25% à peu près. Donc en fait, OK, c'est énorme. En une c'est année, énorme, c'est ouais. Mmh. monstrueux. Ce qui veut dire que est-ce que on va être soumis à la même inflation en 2025? Alors, ma boule de cristal n'est pas assez aiguisée pour ça. Je vais pas vous donner un taux, mais en tout cas, ce qui est intéressant dans mes recherches, c'est qu'on voit que les grands acteurs en fait du paid en ligne, et notamment Google Ads, tablent sur une croissance de 8% en 2025. Donc, si ils tablent sur une croissance de 8%,
il est fort à parier qu'on ait une inflation encore qui continue en 2025. Grosse surprise. Donc en gros, ce qui va être super important, c'est surtout de voir quel est le modèle et comment il va évoluer. Pour reprendre le côté tendance, en fait, c'est évident que ce dont on vient de parler, c'est pour ça que j'ai insisté un peu sur l'explication de comment la SERP allait évoluer. Euh, c'est évident que Google va pas se tirer une balle dans le pied en supprimant ses ads sur sa page de résultats. Donc c'est évident encore une fois que vu qu'on veut être référencé en top position, ça va se bagarrer. Ça va se bagarrer beaucoup plus fort qu'aujourd'hui. Les places vont être encore plus faibles à aller chercher en SEO. Donc évidemment, il est fort à parier que ça va avoir un effet sur le SEO. L'autre élément, c'est quoi? C'est qu'on a des modèles qui sont de plus en plus irréguliers, avec beaucoup d'irrégularité, pardon. En fait, ce qui est intéressant, c'est que là où on avait des modèles qui étaient un peu plan-plan sur les dernières années, alors je ne sais pas si tout le monde l'a senti sur 2024, ça a été assez instable. Les algos ont beaucoup changé, il y a eu beaucoup de mises à jour. Je pense notamment à LinkedIn qui a fait évoluer beaucoup son modèle aussi de sponsorisation de contenu, de posts. Compliqué. Donc en gros, comment créer un plan sur la durée, ça devient vraiment une expertise. Il faut être vraiment présent, travailler ces optimisations au jour le jour, et ça nécessite beaucoup de temps et beaucoup d'expertise. Donc c'est évident que pour les marketeurs qui ont des équipes resserrées et qui n'ont pas forcément énormément de budget, c'est pas évident. Ça va pas être évident encore en 2025. Par contre, ce qui est plutôt positif, je trouve, c'est la capacité de ces plateformes-là, à cibler beaucoup plus juste. Je pense notamment à LinkedIn qui a incrusté dans ses modèles la partie comportementale, donc le tracking qui est effectué sur un site web grâce à son cookie. Ça, c'est génial. C'est-à-dire qu'on peut être beaucoup plus fin. Et donc, en termes de retour sur investissement, on peut avoir des choses qui sont beaucoup plus avancées. Donc ça, c'est chouette. C'est une bonne nouvelle et ça va se poursuivre, je pense, sur 2025. Et également, ce qui a été promis par Google cette année pour 2025 en termes d'ads, c'est d'avoir des modèles beaucoup plus automatisés, beaucoup plus autonomes. Donc en gros, l'idée c'est quoi? C'est vraiment d'inclure une grande part d'IA dans leurs algos et d'avoir des modèles clés en main où en fait je mets un budget, je mets un objectif, boum, ça se fait tout seul. Ça sera très bien pour des marketeurs qui n'ont pas beaucoup de temps, exactement ce que je disais précédemment, qui vont être un peu largués. Mais moi, je vous conseille très fortement de faire attention parce que les optimisations vont être beaucoup plus difficiles à aller chercher. Je pense notamment sur des modèles B2B, par exemple, je pense à Pledzi tout de suite. Moi, j'ai beaucoup fait de choses très manuellement, affinées dans le temps. Et ça, si on m'avait imposé un modèle 100% autonome, j'aurais pas eu les statistiques ou les performances que j'ai actuellement. Donc, petit drapeau rouge en l'air. Attention, ne vous laissez pas non plus pas berner, c'est peut-être un peu fort de ma part, mais en tout cas, voilà, ne vous reposez pas uniquement sur l'IA pour vos campagnes. OK. Ouais et du coup, effectivement, tu l'as dit, bien capitaliser aussi sur les points forts des différents réseaux, notamment, ce qui est permis en termes de ciblage, c'est-à-dire que ce soit sur l'intention d'achat, du coup, au niveau de Google, mais aussi sur le ciblage comportemental et démographique, qui est vachement puissant sur LinkedIn dans la mesure où on est capable d'aller cibler des tailles de boîtes, ou même une liste d'entreprises qu'on est capable Ouais, d'importer, par rapport à totalement. ce qu'on a dans le CRM, et pour avoir un ciblage qui est très précis, quoi. Ouais, exactement. Et t'as totalement raison. C'est quelque chose que moi recommande fortement et ce qu'on a essayé d'initier sur 2024 chez Pledzi, c'est de prendre le meilleur des plateformes. Typiquement, nous, on va aller chercher plutôt des leads plutôt haut de funnel, donc des personnes qu'il faut évangéliser avec des contenus plutôt voilà faciles et accessibles sur plein de thématiques diverses, avec plutôt du Google, du display et du YouTube. Donc là, en fait, on va aller chercher des coûts d'acquisition qui sont relativement faibles. C'est le gros avantage aussi de Google en utilisant du display ou du YouTube. Et ça fonctionne très bien. Par contre, pour aller chercher des leads un peu plus engagés, un peu plus middle funnel, sur lesquels on va pousser des contenus, pourquoi choisir la solution Pledzi pour la renommer? Typiquement, Google, c'est pas là où on performe le mieux. LinkedIn va être beaucoup plus performant. Et le conseil que je peux donner, le dernier, et j'ai failli effectivement passer à côté, c'est ne pas s'arrêter juste à des indicateurs, à des KPI qui sont ceux de l'acquisition brute. En fait, il faut prendre un peu plus de hauteur et se dire, typiquement, c'est quoi mon coût par lead, c'est quoi mon coût par opportunité, c'est quoi mon coût par client signé grâce à ce canal. Par exemple, nous, on s'est rendu compte chez Plaisy que LinkedIn, ça nous coûtait relativement cher en fait en coût d'acquisition pur, comme ça peut l'être pour d'autres personnes aussi. Mais par contre, in fine, c'est un de nos canaux qui est le plus héroïste. Donc,
c'est là où il faut aussi prendre le temps d'analyser et c'est ça qui va vous aider sur 2025 à voir, ok, ben est-ce que je continue, je teste, et j'apprends et surtout, voilà, il faut aussi perfectionner ces modèles d'acquisition, quoi. Ouais, et c'est ce que tu dis. En fait, des fois, il vaut mieux avoir des leads plus chers. Donc, Ouais, faut pas s'arrêter au coût par lead, mais on a bien le coût par client à la fin, qui permet de calculer un ROI un peu plus fin. Et c'est ce qu'on dit souvent, hein, sur LinkedIn, les leads sont plus chers que sur Google. Mais bon, en même temps, s'ils convertissent mieux ou plus cher, ben, des fois, il vaut mieux payer un peu plus cher son lead, quoi. c'est ça exactement. Très cool. Écoute, trop bien. J'allais dire finalement, du coup, entre l'impact de l'IA sur le SEO et les coûts d'acquisition de la pub qui augmentent, parce que ça souligne en fait encore un peu, c'est ce qu'on, moi j'en parle de temps en temps, c'est l'incertitude des algorithmes en fait, dont on est Ouais, toujours dépendant sur les différents canaux d'acquisition qu'on peut avoir. Ça souligne encore un petit peu plus ça, le fait qu'on est soumis justement à ça et ces incertitudes. Décidément, j'arrive à le dire. Et du coup, ça souligne encore une fois l'importance au final d'avoir aussi de sécuriser un canal propriétaire. Je pense notamment à l'email, en fait, tout simplement. Tu vois, je trouve que ouais. ça vient justement accentuer le fait qu'on a besoin d'avoir un canal qu'on maîtrise. Et bah ça, c'est la base mail, en fait. Ouais, complètement. Oui, 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 et c'est toujours dans des moments d'incertitude où il faut aussi se poser la question, qu'est-ce qui m'appartient vraiment? En gros, Ouais. je suis tributaire de qui et qu'est-ce que j'ai à la maison qui va me permettre de pouvoir bien travailler. Et donc l'email, c'est un canal qui est indispensable, mais qui repose sur une base de données. En gros, ce qui est super important, c'est de se dire, ma base, c'est quelque chose qui est vivant, qu'il faut enrichir et qu'il faut travailler. Et ça, ça, nous, on a tendance à dire chez Pledzi, c'est dans les vieux leads qu'on a les meilleures opportunités. On a Ouais. tendance parfois à faire beaucoup d'acquisitions, et je suis bien placé pour le savoir, à dépenser beaucoup d'argent pour générer de nouveaux contacts. Et ce sont souvent des contacts qui vont être dormants et qui sont pas assez activés, ce qu'on appelle de l'engagement. Donc en fait, ce qui va être super intéressant pour vous, ça va être de travailler ces leads-là dans la durée. Et on le sait en B2B, les cycles d'achat sont longs, ils sont Mm. difficiles, ils intègrent beaucoup de parties prenantes. C'est ça qui va être super intéressant pour nous, c'est de se dire, là, vous avez un potentiel vous pouvez engager une relation dans la durée. C'est ça, en fait, aussi le parti pris de l'inbound marketing. C'est créer une relation de proximité et dans la durée pour que la personne, au moment où elle a un projet, elle puisse vous avoir en tête et vous considérer comme étant le meilleur prestataire qui soit. Et ça repose sur quoi? Ça va reposer sur l'hyper-personnalisation aussi de vos emails. C'est quelque chose qui me paraît un peu flou peut-être pour certaines personnes, mais c'est quoi? Ça va être en comprenant en fait les besoins, les interactions, quelles sont les pages qui ont été consultées par votre audience, quels sont les topics potentiellement qui sont intéressants pour votre cible. En fait, vous allez pouvoir personnaliser de manière automatique l'envoi d'emails. Et ça, c'est quoi? C'est le marketing automation et Ouais. ce qu'on appelle le lead nurturing. C'est comment on va alimenter en contenu cette cible-là tout au long de son parcours de maturité, voilà, son cycle d'achat. Donc c'est ça qui va être super intéressant pour vous et c'est encore hyper fort en 2025 parce qu'on se rend compte que beaucoup quand même de marketeurs ont adopté depuis longtemps des outils d'emailing. Mais par contre, on se rend compte que l'hyper-personnalisation, la création d'un parcours dédié pour ces personnes-là et de manière automatisée, on en est souvent assez loin. Et surtout, ça repose sur un élément qui est clé et dont on parle de plus en plus, et c'est très très cool, c'est le lead scoring. En gros, c'est quelque Ouais. chose qui va être hyper important, qui est la clé en fait pour pouvoir personnaliser ces parcours-là. C'est un score qu'on va associer à un contact selon plein de paramètres. Donc, ça va être soit les informations qu'il aura remplies dans des formulaires, ça va être son parcours au moment où il se trouve, quels sont les contenus qu'il a consommés, etc., etc. Et en fait, ce lead scoring, ça va être l'élément qui va être clé de passation au moment où on considère qu'un lead est suffisamment mature pour le passer à votre équipe commerciale. Et ça repose sur une base de données en fait. C'est-à-dire que petit à petit, la personne va consommer du contenu grâce au marketing automation que vous allez mettre en place et elle va s'auto-qualifier elle-même. Vous allez demander, grâce à des champs formulaires assez réduits, des informations sur sa fonction, sur son entreprise, ses effectifs. Et vous allez aussi, grâce aux outils d'IA dont on pouvait parler potentiellement précédemment, Ouais. aussi enrichir vos bases de données. C'est ça qui est super clé en 2025. C'est qu'en fait, vous allez pouvoir booster l'hyper-personnalisation de vos emails en intégrant aussi des données que vous allez pouvoir scraper, aller chercher ailleurs pour de l'enrichissement de votre base de données. Et ça va vous permettre à la fois de travailler efficacement sur l'envoi d'emails personnalisés, mais aussi de comprendre quelles sont les thématiques, quels sont les besoins en termes de contenu qui sont associés à vos cibles. Donc je sais que ça, c'est quelque chose sur lequel toi aussi, tu as pas mal d'expérience, donc peut-être que
Peut-être t'as des choses à nous partager aussi. Ouais, non, mais il y a pas de, effectivement. Enfin, j'allais dire, de toute façon, l'email, c'est, pour le coup, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, quoi. Mais, je viens de te dire, non, mais le canal, il existe depuis longtemps, mais il Ouais, fonctionne toujours très bien. Moi, je ouais, trouve ça, et je le vois, tu vois, typiquement, avec la newsletter par rapport à la communauté, ou alors, ouais, avec certains clients, même, c'est un canal qui est super intentionniste, au niveau de la, et qui est puissant pour vendre. En fait, tu vois, c'est vrai que le SEO, ben, pareil, c'est beaucoup plus compliqué de vendre par un article de blog, alors que ouais, l'email, ça reste quelque chose qui est assez transactionnel. Et du coup, le fait d'avoir un canal comme ça qu'on maîtrise, parce qu'en fait, on choisit d'envoyer un mail, même si on pourrait discuter des taux de délivrabilité à la limite, mais euh, bah, du coup, c'est quand même super important quand on voit les incertitudes qui entourent les autres canaux, d'autant que effectivement, bah, par mail, bah, quand on est capable de créer une base mail assez conséquente, ouais, bah, en la travaillant dans le temps, ça va nous permettre de vachement aller optimiser les taux de conversion. Quand on voit que les coûts ouais, d'acquisition ils augmentent, en plus, effectivement, travailler ces taux de conversion tout le long du funnel, c'est vachement important, quoi. ouais, complètement. Et oui, c'est vital et je pense que c'est quelque chose qui est souvent un peu oublié. C'est l'email, c'est un des premiers canaux à actionner en B2B. Mm. Même quand on a des bases qui sont relativement petites, je pense à des entreprises qui sont sur des secteurs de niche, ils ont l'impression que c'est pas forcément évident parce qu'ils sont pas assez de contacts. En fait, même le peu de contacts que vous pouvez avoir, il y a un potentiel de génération d'opportunités qui peut être immense si et seulement si vous gardez le contact, vous alimentez ces contacts-là. On est sur des projets qui peuvent durer plusieurs années en B2B. Ouais. Le projet tombera peut-être pas sous les prochains mois. Vous n'êtes pas à l'abri que ça tombe sur la fin de l'année. Donc en fait, c'est ça qui va être hyper intéressant et tu as totalement raison quand tu parles de vente associée à l'emailing, c'est hyper concret quoi. Ouais. Bah, puis t'as des logiques de cross-sell, d'upsell, enfin, qui peuvent arriver. Donc, maintenir le lien, que ce soit avec les leads ou avec Ouais, les clients, c'est vachement important, quoi. Trop cool. totalement. Ouais, Écoute, troisième tendance, j'allais dire, on va, enfin, on va faire le lien entre 3 et 4 même, parce que j'en parlais un petit peu en introduction. Alors, on a vachement parlé d'IA, on parle d'outils, on ouais, parle de digital et tout. Moi, je constate, et je voulais insister là-dessus, du coup, sur le retour en force des rencontres physiques. ouais, Aussi, tu vois, c'est quelque chose que je vois dans la communauté, parce que les membres sont demandeurs de se retrouver. ouais, Je le vois aussi sur le podcast avec les invités que je reçois. Il y en a de plus en plus qui organisent soit des gros flagship events, donc des événements propriétaires, pour réunir prospects et clients, mais aussi sur des plus petits événements type apéro, petit-déj, qui vont réunir peut-être une vingtaine de clients et prospects, et qui permettent en fait aux gens de discuter. Alors, j'allais dire peut-être que c'est un, un contre-effet du Covid, enfin de la Covid, mais sûrement. et puis de tous ces contenus qui sont générés aussi du coup, par IA, où en fait je trouve que ça remet de la valeur à l'humain, et on voit que les gens sont en tout cas en demande de se retrouver, de discuter, d'échanger entre pairs et de se revoir en fait physiquement. Et je pense que c'est aussi un petit peu le pendant du coup de ce côté-là. Développement de l'IA, du coup en fait j'ai besoin d'avoir des vrais gens en face de moi pour discuter, et je Ouais, sais que ça fait le lien avec la quatrième tendance en fait que tu voulais ouais, aborder, ouais, parce que finalement c'est plus d'humain, moins institutionnel aussi dans ouais. les communications de la marque. Euh, du coup, comment est-ce que toi tu vois ce sujet-là justement aussi du retour de l'humain au final, même si Ouais. on a parlé de l'IA en introduction. Ouais, totalement. C'est vrai que ça se ressent, même moi à titre personnel, je sens que j'en ai besoin. Donc Ouais, je me doute que peut-être que pour d'autres marketeurs, ça doit être la même situation. T'as totalement raison. Nous, en tout cas chez Pledzi, on est convaincu de ça, c'est que la vidéo, c'est un format qui va être hyper clé pour pouvoir aussi créer cette relation plus personnelle. Euh, qu'on pourrait avoir sur des contenus très institutionnels comme on a l'habitude de voir en fait en B2B. Ce qui va être clé, c'est de pouvoir nourrir différentes plateformes aussi. C'est-à-dire que on en parlait tout à l'heure, c'est la vidéo, c'est quelque chose qui est moins appréhendé en B2B, mais qu'on voit beaucoup en B2C, la ouais, multidiffusion et se dire en fait où sont nos cibles. En fait, c'est aussi des gens, des particuliers comme tout le monde, les professionnels B2B, et on va aller chercher, tester de nouveaux canaux. Et la vidéo, c'est un super format justement à la fois pour aller chercher ces nouveaux canaux, les tester, et à la fois pour créer ce lien personnalisé avec eux. Nous, chez Pledzi, c'est quelque chose sur lequel on a moins été bon ces derniers temps. La production de vidéo, c'est quelque chose qu'on a mis à l'agenda 2025. Et ça va être des formats assez courts. On n'est pas obligé d'avoir un studio réalisateur de Pixar ou de Walt Disney pour faire des vidéos. Ça peut passer par juste prendre la parole un peu plus souvent à travers des webinars,
que ce soit des vidéos face cam lors d'un événement. Tu en parlais tout à l'heure. Ouais. En fait, c'est vraiment créer de la proximité directe et se présenter auprès de ses cibles. Ça, c'est génial. Et typiquement, nous, on a des personnalités en interne. Les gens ont été convaincus que c'était des bots, en fait. Je pense à Adeline. Je suis désolé pour toi, Adeline, mais en fait, elle envoie beaucoup de mails depuis pas mal d'années. C'est notre CMO. Ouais. Et en fait, les gens sont convaincus que c'est un avatar. Et en fait, certainement, en ayant plus de contenu vidéo, en échangeant plus avec notre cible, on aurait créé peut-être plus de proximité et cette question serait même pas posée. Donc, voilà, donc ça va être clé également. Pour Adeline. Ouais. Désolé, Adeline. Ouais, Et donc c'est une vraie personne. D'ailleurs, elle était passée sur le podcast, Oui. si vous voulez entendre sa voix, mais non, mais c'est vrai, je rebondis sur ce que tu dis par rapport à la vidéo, mais tu vois, dans le sens où le rédactionnel, c'est de plus en plus facile à produire avec l'IA, je pense qu'effectivement, ces contenus-là qui sont plus longs, podcast, vidéo, où il y a de la Exactement. voix, où il y a de l'image, du coup, ça personnifie un petit peu le message, et ça refait le sens, en fait, avec un petit peu cette création de lien qu'on peut avoir avec des personnes, du coup, et plus seulement des marques. Et d'autant qu'en plus, et là, du coup, je fais pendant vidéo mes contenus courts parce que c'est la première fois, je crois, dans l'histoire des réseaux sociaux qu'on a un format qui peut être diffusé de la même façon sur toutes les plateformes. Du coup, je pense en short vertical. Complètement. Mais du coup, si on est capable de produire une petite vidéo de moins d'1 minute verticale, on peut la poster sur YouTube, sur TikTok, en réel sur Insta ou sur Facebook, et maintenant, depuis la fin de l'année, sur LinkedIn, qui a ajouté aussi du coup un flux vidéo sur mobile, quoi. Donc ça, c'est énorme en termes de distribution. Exactement, et on se rend compte que au final, c'est une super opportunité pour les marques de pouvoir véhiculer des messages, travailler sur la proximité, potentiellement générer des leads grâce à ces formats-là, et c'est complètement sous-exploité aujourd'hui sur LinkedIn. Alors si vous vous connectez sur une plateforme, vous allez voir que vous allez retrouver beaucoup de fois les mêmes vidéos de même marque. Pourquoi? Pour la simple raison qu'il n'y a pas beaucoup de gens en fait qui ont commencé à publier dessus. Donc s'il y a bien un créneau à prendre, peut-être en ce début d'année, c'est un truc à exploiter. Ce qui est très perturbant, c'est de se dire ah oui, mais je sais pas par où commencer, qu'est-ce que je vais pouvoir diffuser. En fait, vous avez certainement plein de vidéos qui sont dans vos placards, que ce soit des conférences que vous avez pu faire, des vidéos typiquement webinar ou autre. N'hésitez pas à saucissonner tout ça et faire des shorts et tester en fait. C'est exactement ce que tu disais et je pense que c'est le meilleur moyen de voir est-ce qu'il y a un modèle qui fonctionne. Bah ouais, oui, il y a un truc très simple que je fais avec un client, tu vois, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'on sort un article de blog, du coup, on dit que, en fait, tu vois, le chapeau de l'introduction qui est censé être rédigé pour donner envie, quoi. En fait, tu prends ton téléphone, facecam, hop, boum, et puis tu pitches ton truc, et puis tu le diffuses, quoi. Et tu pourrais presque faire avec chaque chapitre, ou alors, faire une vidéo d'1 minute avec, les 3 enseignements clés sur tel sujet, quoi. Et en fait, quand t'as un autre contenu ailleurs, en fait, il suffit de pitcher les idées clés de ce contenu-là en vidéo face cam et ça peut faire un contenu vidéo. Il n'y a pas besoin d'avoir un studio, comme tu l'as dit, YouTube, digne des plus grands youtubeurs, quoi. Non, totalement. Et je pense notamment à YouTube, mais peut-être ça sera un sujet à part entière à aborder et c'est peut-être pas le moment, mais c'est aussi un super vecteur en fait de trafic. On a une capacité dingue en B2B à pouvoir générer du trafic grâce à YouTube et travailler justement son audience sur ce canal-là, ça peut être un super moyen justement d'aller chercher du trafic là où il peut potentiellement diminuer. Je pense à tout ce qu'on s'est dit précédemment. Voilà, ça peut être très chouette. Yes. Du coup, contenu vidéo, donc toujours dans cette logique d'humanisation, ton deuxième point, c'était? Et oui, en fait, ce qui va être clé aussi, on l'a vu en 2024, ça pointe un peu son nez et ça va s'installer durablement, c'est l'influence. S'il y a bien quelque chose qu'on retrouve de plus en plus, c'est quelque chose qui est importé du B2C et qu'on voit beaucoup plus aux États-Unis qu'en France sur la partie B2B, c'est le rôle en fait des micro-influenceurs sur des thématiques qui sont clés. Donc ça, c'est quelque chose que chez Plaisir, on essaie de travailler de plus en plus. C'est l'association à des créateurs de contenu, que ce soit aussi potentiellement des professionnels qui sont dans des entreprises et qui prennent la parole sur LinkedIn sans forcément être à leur compte ou autre. Et ils ont une audience qui leur est propre et c'est autant en fait de cibles potentielles que vous pouvez adresser grâce à ces influenceurs. Ce qui est super intéressant, j'ai plus l'étude en tête donc je m'engage en rien sur l'exactitude des infos. C'est qu'en gros la première source, le premier canal utilisé par les marketeurs pour prendre décision concernant une solution, en tout cas un achat, c'est son entourage, les reviews qu'il a pu tirer de professionnels. Donc en fait, c'est super fort de pouvoir aussi capitaliser sur ces influenceurs parce qu'ils ont une capacité
de pouvoir influencer une décision d'achat qui est très très forte et ça peut se faire sentir sur le long terme. Je sais OK, pas si tu voulais ouais. rajouter quelque chose avec Non, non, ça. mais moi je suis convaincu, tu vois? Et ça rejoint aussi ce qu'on disait, sur l'augmentation des coûts d'acquisition de la pub, Mm. potentiellement les difficultés de ciblage qu'il va y avoir Ouais, aussi, parce qu'on en a pas parlé, mais il y a la disparition des cookies tiers qui arrive, donc oui, l'augmente tout ce qui est lié de toute façon au RGPD et tout, on sait que ça va se renforcer. ouais, Du coup, les difficultés de ciblage, l'augmentation du coût de la pub et tout, effectivement, je pense que du coup, quand on est capable d'aller identifier des influenceurs qui ont créé un lien de confiance avec une audience, et qui ont du coup une audience très précise sur une niche qui est assez ciblée, bah, évidemment que du coup ça peut valoir le coup de compenser certaines augmentations peut-être de budget pub totalement. sur ce canal-là pour aller cibler justement une audience qui est très précise et qui a déjà été constituée par quelqu'un parce que c'est aussi compliqué à faire quand on part de zéro pour une marque, quoi. Ouais, et très très rapidement sur le sujet, moi je peux donner un contre-exemple qui est le nôtre chez Pledzi. On a été très mauvais en 2024. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été dans la régularité. En gros, Ouais, une relation se crée avec des influenceurs sur le long terme, euh, avec plein de stratégies différentes. Et c'est pas le moment peut-être d'en parler, mais avec des rétributions ou pas. Mais en gros, l'enjeu c'est aussi de se dire, c'est pas un canal qu'on vient actionner de temps en temps par petit à coup. C'est quelque chose qui se construit. Euh, et donc, si vous voulez mettre en place une stratégie d'influence, il faut que vous soyez aussi gentil envers vous-même. C'est qu'en gros, prenez le temps de bien faire les choses. N'allez pas explorer 3000 influenceurs. Centralisez-vous, concentrez-vous sur quelques-uns avec qui vous allez créer une vraie relation de proximité. Et déjà, ça sera clé, quoi. ouais, c'est vrai que le long terme, tu le dis, surtout en B2B en fait, en B2C, c'est sûr que bon, bah, voilà, tu peux avoir un post sur une paire de chaussures, j'adore ça, voici mon lien, et puis il y a des gens qui vont l'acheter tout de suite. Mm. En B2B, c'est beaucoup plus compliqué en termes d'attribution parce que les cycles de vente sont plus longs. Donc c'est vrai que ces partenariats à long terme, ça fait sens. En tout cas, moi, je suis assez convaincu en termes d'influence. Je dis pas ça parce que ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble. Non. Mais bref, du coup, j'allais dire, dernier sujet, parce que tu en as parlé un petit peu avec YouTube, c'est le développement Ouais, aussi, même si on s'attend à une perte de vitesse un petit peu peut-être de ouais, l'organique, du social search, du coup, ouais, totalement. avec justement bah, YouTube, c'est un vrai moteur de recherche. Je sais que TikTok aussi, ça en devient un. Apparemment, il y a pas mal de recherches Oui, qui sont faites aussi sur ce réseau-là. ouais. Du coup, voilà, qu'est-ce que tu vois un petit peu par rapport à ça? Ouais. Moi, comme je disais tout à l'heure, j'aime bien un peu prendre de recul avant voilà, de prendre la boule de cristal. Et en fait, on voit que les réseaux sociaux, c'est une part non négligeable aujourd'hui, en 2024, du nombre de recherches qui sont effectuées en ligne. C'est quand même quasiment, on n'est pas loin de 20%, donc c'est 17% des recherches en ligne qui sont Ouais, effectuées uniquement depuis un réseau social. réseau social, En ouais. fait, c'est énorme, c'est-à-dire que quelqu'un qui veut rechercher, alors là je parle en B2C, hein, une recette de cuisine, va prendre son Insta et va poser la question dans la barre de recherche, ce qui semble totalement fou pour moi, mais parce que je crois que je suis peut-être de la vieille génération. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, dans les années 2000, c'était 98% des recherches en ligne qui étaient effectuées sur Google. Donc en Ouais, fait, ce changement-là, il a été progressif, mais il s'est fortement accéléré depuis quelques années. Et en fait, ça va s'intensifier petit à petit. Et très clairement, sur la part des recherches qui sont effectuées sur les réseaux sociaux, YouTube prend une grande part. Donc en gros, c'est pour ça qu'on a insisté un peu sur ce canal-là qui est clé, et notamment pour le B2B. Euh, c'est quelque chose qui va s'intensifier. Et oui, le social search, il faut le travailler. Alors, comment on fait en B2B? C'est évident que vous n'allez pas créer une stratégie du jour au lendemain pour être présent et déverser des tonnes de contenu et produire sur ces réseaux sociaux. Par contre, ça va être intéressant de comprendre quel est le réseau social qui est le plus intéressant pour vous. Est-ce que les thématiques sont dès maintenant abordées sur ces réseaux sociaux? Est-ce que nous, par exemple, chez Plaisir, on est sur le marketing automation? Est-ce qu'il y a des réseaux sociaux sur lesquels c'est un terme clé qui remonte? Est-ce qu'il y a des gens qui prennent la parole là-dessus? Ça va reboucler, enfin voilà, ça fait une boucle avec le sujet de l'influence. Est-ce qu'il y a des gens qui communiquent en leur nom sur ces thématiques-là? Boum, potentiellement, c'est des partenariats que vous pourriez dresser. Et ça va être très fort. Donc moi, ce que je peux conseiller sur 2025 en termes de tendance, c'est évident que ça va se démocratiser, c'est commencer à tester. Apprenez des formats qui fonctionnent, les shorts, ça peut être un super moyen. Et surtout, prenez la parole sur YouTube et communiquez sur YouTube des contenus diffusés. Et vous allez voir que c'est un potentiel de trafic qui est sous-exploité en B2B et qui peut être très précieux à terme, notamment sur 2025. ouais, clairement, surtout que sur YouTube, en plus, c'est ce que j'allais dire, tu vois, j'en parlais avec, c'était Juliette Defayet, on parlait de chez Shine, qui ont Mm. parlé d'influence dans un précédent épisode, où en plus, ce qu'il disait, c'est que YouTube, ça reste dans le temps. Tu vois, Ouais, pour le coup, c'est pour ça qu'on parle vraiment de moteur de recherche, un petit peu comme Google, quoi. C'est-à-dire qu'un article de blog que tu as publié et ouais, qui rank, ben, il peut générer du trafic par Google encore un an après. Une vidéo YouTube, c'est pareil.
Et donc, c'est vrai que c'est intéressant par rapport à ça, que ce soit en termes d'influence d'ailleurs ou en termes de création de contenu, quoi. Trop Ouais, cool. totalement. Mmh. Écoute, merci pour tout ça. Du coup, on a fait chauffer la boule de cristal, Henri. Si jamais, voilà, pour résumer notre échange un petit peu, tu avais un conseil à retenir de ce qu'on s'est dit, qu'est-ce que tu voudrais mettre en avant? Ouais, je pense que ce qui va être clé, c'est de tester. En fait, on voit que les modèles sont en train de beaucoup changer. Tout est en train d'être rebattu, que ce soit les canaux, les coûts d'acquisition ou autres. C'est vraiment tester, prioriser. Apprenez aussi de vos erreurs comme voilà, on le fait tous au quotidien. Et c'est surtout aussi de se dire là où je vais mettre de l'effort. Donc en gros, ça va être typiquement, on a parlé du contenu, l'importance du contenu aujourd'hui. Mmh. Si c'était pas le cas précédemment, allez-y. S'il y a bien un canal que vous devez aussi privilégier, c'est l'emailing. On a beaucoup insisté là-dessus parce qu'on est convaincu. Et il faut, c'est un travail qui mérite d'accorder de l'importance et de l'effort et potentiellement aussi du budget. C'est le canal là qui est le seul canal propriétaire qui peut générer des ventes. Donc voilà, si je peux résumer notre échange, ça va être sur ces derniers mots et j'espère que ça a pu intéresser voilà, Ouais. nos auditeurs. Très cool. Bah écoute, j'allais dire, du coup, si effectivement retenir un seul mot, du coup, ça va être le ROI au final, hein, parce que ce que tu Bah dis ouais, du sujet de l'emailing, c'est pour aller augmenter les taux de conversion. Le test, c'est pareil, identifier les bons canaux. c'est Donc ça. voilà, avec tout ce qui, avec tout que tous les coûts qui augmentent, le ROI, les taux de conversion, c'est vachement important. Trop cool. Écoute, merci encore une fois, Henri, pour tout ça. Si jamais il y a des petites questions pour toi, bah, du coup, on peut te retrouver sur LinkedIn. Avec grand plaisir. Ouais. Top. Écoute, encore une fois, merci beaucoup, et puis du coup, je te souhaite une bonne journée. Merci à toi aussi. À Salut. bientôt.